Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce qui est la dernière édition de l'année 2019 de notre rendez-vous hebdomadaire Informatique News Hebdo, et on ne change pas une équipe qui gagne, si je puis dire. Je suis en compagnie de Guy Hervier, notre rédacteur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, la fin de l'année approche à grands pas, mais l'actualité est toujours, du secteur IT est toujours là, toujours présente. Et on va commencer par ce qui est un des fondamentaux du secteur, les processeurs, avec une news une actualité d'Intel qui, on le sait, a quelques difficultés avec ses process et ses processeurs. Aujourd'hui, il y a des problèmes de gravure, mais qui nous dit que demain, ça ira beaucoup mieux et nous fait, entre guillemets, rêver. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens les processeurs font rêver, mais nous promet une gravure avec 1,4 nanomètres, voilà. C'est ça. Alors, et pour 2029, je vous rassure. Bon. On parle de la loi de Moore depuis déjà 40-50 ans, et on sait bien qu'un jour ou l'autre, on va être confronté. On va arriver à un plafond. Les lois de la physique vont s'imposer, mais je dirais que chaque année, chaque 2 années, on saute une étape, et donc on a des microprocesseurs qui sont de plus en plus petits. Et donc là, on en est aujourd'hui à 10 nanomètres. Apparemment, Intel avait eu quelques difficultés pour mettre au point ces 10 nanomètres. Et déjà, depuis un certain temps, ça fait plusieurs années qu'on se dit que ça va être difficile de passer à la génération d'après. Et là, c'était à une conférence qui était organisée par l'I3E où Intel nous dit non, nous, on est prêts pour aller jusqu'en 2029 à 1,4 nanomètres. Alors pourquoi 1,4 alors qu'on est à 10 parce que ce sont des carrés, donc c'est des racines de 2, et donc on arrive à peu près à 1,4. Donc je dirais que ça nous laisse un peu de temps de libre, et en plus Intel a fait part de l'idée que, alors il n'y a pas qu'Intel, il y a évidemment les autres TSMC qui peuvent faire la même chose, mais Intel a partagé l'idée qu'ils étaient arrivés à découpler le design et la gravure, c'est-à-dire qu'en gros ils peuvent faire un design pour 7 nanomètres, et puis si pour la gravure ils ne sont pas prêts à 7 nanomètres, ils pourront utiliser ce design de 7 nanomètres pour du 10 nanomètres. Donc ça veut dire qu'en gros, ça offre une souplesse supplémentaire. Et je dirais que ça me fait penser à une réflexion un petit peu annexe. Vous vous souvenez, dans les années 60, on disait il n'y aura plus de pétrole dans 30 ans, et puis finalement il y a toujours autant de pétrole. Alors évidemment, il faut aller le chercher plus loin, c'est plus compliqué, il faut des outils de plus en plus sophistiqués, mais enfin du pétrole, il y en a plein, et là on peut faire une réflexion un peu analogue en se disant on a encore un peu de temps devant nous, et on sait que il y a des technologies qui vont se substituer, en particulier l'informatique quantique, qui sont prêtes à prendre le relais, donc on peut dormir tranquille sur la puissance des processeurs. Alors, autre sujet qui, pour le coup, concerne peut-être plus directement nos lecteurs, la sécurité informatique, évidemment, un sujet de quotidien, avec une initiative de Google, Google Cloud, pour essayer justement de répondre à une des problématiques de la sécurité, qui est la sécurité des clouds. Alors, effectivement, et ça, je dirais que c'est un élément essentiel, parce que pour que les utilisateurs puissent aller vers le cloud, il faut qu'ils aient confiance sur le fait que les opérateurs du cloud vont... Ce qui pose le problème, et aujourd'hui, nous recevions Sophos, fournisseur de sécurité bien connu, et donc il y a cette idée que parce qu'on fait appel à un fournisseur de cloud, en gros, il va se débrouiller pour la sécurité. Il va se débrouiller pour la sécurité. Pas du tout. On sait bien, il y a cette idée du modèle de sécurité partagée, et donc ça veut dire qu'il faut bien regarder les conditions contractuelles, etc. Et là, il se trouve que Google, donc c'est une initiative, mais il y en aura sans doute d'autres. Google a signé des alliances avec des partenaires comme Qualys, McAfee, et Palo Alto Networks, pour finalement à la fois une intégration native des produits, donc la plus étroite possible, si je puis dire, et puis la possibilité d'utiliser ces briques logicielles pour sécuriser leur propre cloud. Donc c'est vraisemblablement quelque chose qu'on va voir de plus en plus, et qui répondra peut-être partiellement à cette idée que le secteur de la sécurité est un secteur extrêmement émietté, avec plein d'acteurs, et donc le fait de passer par les opérateurs de cloud permettra peut-être de consolider, en tout cas d'assurer une certaine intégration des différentes solutions, pour que l'utilisateur n'ait plus à être confronté à 20, 30, 40 produits qu'il faut mettre à jour, qu'il faut faire connecter, communiquer ensemble.
Alors, on change complètement d'univers, Guy. On parle d'une initiative de la French Tech sur les PME françaises et l'infrastructure numérique, qui rappelle qu'évidemment, il y a aussi des enjeux à ce niveau-là. Effectivement, l'appellation est un petit peu trompeuse, puisqu'ils se baptisent comme la French Tech de l'infrastructure numérique. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs. Donc, il y a la FFT, donc je vous rassure, c'est pas la Fédération française de transport, mais c'est Télécom. Il y a l'AFNOM, il y a Infranum, il y a Sicabel. Donc, différents acteurs dans le domaine des infrastructures numériques. Donc, ça veut dire que ça commence avec les câbles, les connexions, la connectique, les choses comme ça. Et donc, c'est un secteur qui, finalement, se réunit dans cette nouvelle alliance. Qui se baptise French Tech, bon, c'est une appellation qui maintenant est utilisée relativement régulièrement, et donc qui se présente comme un partenaire stratégique vis-à-vis du gouvernement. Donc ça représente quand même 140 000 emplois, donc c'est quelque chose de significatif. Et c'est beaucoup, il y a des entreprises importantes, mais il y a beaucoup de petites entreprises. On en dénombre à peu près 13 000, donc vous voyez, c'est quelque chose d'important. Et l'idée de se regrouper dans cette espèce de conglomérat, c'était intéressant pour finalement nous rappeler à tous que on parle beaucoup de cloud, de data center, etc., mais qu'il y a tout ce qui est infrastructure, câblage, des choses comme ça, qui existent et qui sont absolument fondamentales. Donc en gros, c'est un secteur qui s'organise un peu plus. Très bien. Autre sujet, Guy, qu'on n'a pas souvent l'occasion de traiter, la partie légale, juridique, pour un bon français, de l'usage des nouvelles technologies, avec un procès, le résultat d'un procès qui est assez intéressant. Oui. C'est Free Mobile qui avait pris une licence d'un logiciel. Et la juridiction montre qu'effectivement on ne peut pas modifier comme ça un logiciel, et si on fait c'est de la contrefaçon. Effectivement, c'est une société qui s'appelle IT Développement qui avait vendu à Free Mobile pour le déploiement de ses antennes, qui avait donc cédé son logiciel, et il y avait deux options possibles, avec possibilité de modifier ou sans possibilité de modifier. Évidemment, sans possibilité de modifier, c'était un peu moins cher. Donc Free, comme son nom l'indique, a pris la tarification la plus avantageuse. Et il se trouve qu'ils ont fait des modifications. Donc il y a eu un petit conflit juridique entre les deux. Et donc ça a été porté, et ça remonte à il y a très longtemps, puisqu'on sait bien que le temps de la justice n'est pas forcément le temps médiatique. Et donc c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a tranché. Donc il y avait finalement deux manières d'aborder la question. Ce soit le droit commercial de dire c'est juste un manquement contractuel, soit c'était de la contrefaçon, et là ça relève du droit pénal. Donc on voit que ce sont deux niveaux qui sont très très différents. Et donc la Cour de justice européenne a tranché, et donc a jugé qu'il s'agissait de contrefaçon. Donc là c'est un outil juridique qui va être à disposition des éditeurs de logiciels beaucoup plus puissants, parce que effectivement droit pénal, ça veut dire que vous pouvez finir vos jours en prison. C'est pas tout à fait la même histoire. Quand même moins alléchant, si je puis dire. Alors que quand c'est manquement contractuel, peut-être ça s'arrange, on peut payer ce qu'il faudra, etc. Donc c'est vraiment une étape importante, une décision de la Cour de justice qui. En plus, c'est au plus haut niveau des juridictions européennes, donc il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. J'allais dire, la boucle est bouclée pour les éditeurs. Exactement. Alors on parle d'éditeurs, on continue pour ce passage en revue de l'actualité avec LogMeIn, peut-être pas forcément connu sous le nom de LogMeIn, mais qui est plus connu sous ses produits, LastPass pour la sécurité, GoToWebinar pour la communication, qui se fait racheter par un fonds. Alors, qui se fait racheter par un fonds qui s'appelle Elliott Management. Donc, le nom ne dira pas grand-chose à beaucoup de nos lecteurs, mais donc LogMeIn, c'est quand même, c'est comme vous le rappeliez, une entreprise du secteur qui est assez connue et qui se fait racheter pour 4 milliards de dollars. Donc, c'est un peu d'argent quand même. Un montant significatif. Donc, je dirais que c'est une fois de plus, c'est un. Alors, il se trouve qu'il y a eu ces derniers temps, Sophos s'est fait racheter par Thomas Bravo. Donc, Sophos, éditeur britannique, qui passe donc sous le pavillon américain. Donc le secteur de la sécurité est en train de se consolider un peu, mais là malgré tout c'est juste un changement de partenaire, et ça montre aussi que finalement il y a toujours cette alternative possible entre s'introduire en bourse ou
ou se faire acheter par un fonds d'investissement. Donc là, c'est les fonds d'investissement ont la main depuis un certain temps, même si la bourse, on le sait en ce moment, est au plus haut. Mais bon, Visiblement, la période, c'est pas la bonne période pour les introductions en bourse. On revient sur le dossier de la semaine, Guy, qui est un dossier important pour nos lecteurs, j'imagine. C'est la fin du support d'Office 2010. Et j'allais dire, quelle solution s'offre à nous, enfin en tout cas aux entreprises concernées. Alors il y avait, on a parlé de Windows 10 ces derniers temps. Et là, c'est un peu le couple infernal Windows-Office. Là, on parle d'Office, donc comme vous le disiez, Office arrive en fin de support. Alors, on a encore quelques mois parce que c'est fin 2020, mais bon, oui, c'est pas le genre de déploiement qui peut se faire en quelques temps. Qu'est-ce que ça entraîne? Donc, ça veut dire plus de support, plus de correctifs, les problèmes de correctifs de sécurité, donc plus rien. Donc, on est un peu livré à soi-même. Bon, donc quelles sont les solutions possibles? La première d'entre elles, c'est de continuer comme ça. C'est peut-être pas la meilleure. À très court terme, c'est peut-être la moins onéreuse, si je puis dire, parce qu'en gros, il n'y a rien à changer, mais bon, elle a peut-être des conséquences qui peuvent être embêtantes. Il y a la possibilité d'utiliser Office 365 Online, donc c'est une version gratuite, mais c'est un peu l'équivalent de Write par rapport à Word. Donc ça veut dire que si vous voulez faire du texte au kilomètre, ça vous suffira peut-être, mais si vous voulez faire des choses un petit peu plus compliquées, c'est difficile. Vous pouvez passer à Office 365. Online, je dirais que c'est la voie royale un peu. Mais la plus chère, mais c'est la plus chère et elle est quand même relativement onéreuse. Alors elle est onéreuse évidemment, c'est un peu indolore parce que c'est un abonnement, donc on paye par mois quand on fait le bilan à la fin de l'année, et puis ça se recommence l'année d'après, donc ça finit par coûter cher. Vous pouvez également passer donc au successeur, un des successeurs le plus récent d'Office 2010, donc c'est Office 2019. Donc là vous achetez le produit, mais c'est un produit qu'il va falloir installer, ça va coûter cher, qui pose aussi quelques petits problèmes techniques et qui lui aussi coûte également relativement cher. Donc là il faut payer d'emblée. Et puis vous avez la dernière solution qui est d'utiliser les versions. Alors il y a une autre solution concurrente qui est évidemment l'utilisation de Google Suite, bien sûr. Mais bon là il va falloir. Enfin de toute façon il faut payer. C'est clair. Et puis il va falloir faire la migration. Vous vous souvenez, on a parlé de grands comptes qui n'avaient pas hésité à signer avec Google. Et puis la dernière solution qui elle pour le coup est gratuite mais qui nécessite pareil. Travail de migration quand même. Migration, etc. Donc c'est tous les produits open source. Donc il y a LibreOffice, il y en a un certain nombre, mais bon, LibreOffice c'est un des plus connus. Donc il y a toute une palette de solutions possibles. Ce qui est sûr, c'est que la première d'entre elles qu'on a citée, rester avec Office 2010, n'est peut-être pas la plus pérenne, en tout cas. Plus pertinente. Donc, en tout cas, l'année 2020 sera pour un certain nombre d'entreprises l'occasion de se mettre à sur jour. Cette question qui est pas très, je dirais que c'est pas très intéressant. Enfin, non, c'est pas très sexy. Pas très sexy, comme vous dites, mais malgré tout, il faut le faire. Très bien. Écoutez, Guy, on conclura sur cet aspect-là. Pour les événements de la semaine, évidemment, avec la trêve qui arrive, il n'y a pas beaucoup d'événements dédiés au secteur. Donc vous avez souhaité revenir sur le premier grand événement de l'année 2020, qui sera le FIC, qui est le forum sur la cybercriminalité. On en avait parlé la semaine dernière. Le premier grand événement, mais là c'est planétaire, c'est le CES, donc CES à Las Vegas tout début janvier. Et là le premier événement de notre secteur, donc c'est le FIC à la fin du mois de janvier, c'est 28, 29, 30 à Lille. Donc on sait que c'est traditionnellement à Lille. C'est la 12e édition et c'est vraiment la rencontre qui s'est imposée au niveau européen dans le domaine de
la sécurité. Il y a aussi les assises de la sécurité, mais je dirais que ce sont deux manifestations assez complémentaires. Les assises, on reste entre professionnels. Le FIC, il y a évidemment tous les professionnels, mais on essaie d'ouvrir un peu les institutionnels, les entreprises, etc. Et puis, donc, on rappelle, c'est organisé par la Gendarmerie nationale, qui a une compétence dans le domaine qui est très importante, et puis la CUS, donc l'entreprise spécialisée en l'intelligence stratégique. Donc, ce sont eux les deux piliers fondateurs. Donc, c'est vraiment une grande réussite qui a aujourd'hui une dimension européenne, donc on peut la que s'en féliciter. Très bien dit, et puis on finit par notre coup de cœur, coup de gueule avec Amazon AWS, Amazon France, qui s'essaye un exercice de transparence sur, comment dirais-je, la fiscalité globale de sa filiale française. Bon, j'allais dire que le résultat est un peu mitigé quand même. Voilà, alors donc effectivement, on voit bien la lutte que les nations européennes et puis l'Union européenne est en train de mener contre les GAFA, qui font ce qu'on appelle pudiquement de l'optimisation fiscale. Et là, Amazon se présente comme en gros plus blanc que blanc, en disant que pour 2018, ils avaient payé 250 millions d'euros de taxes au gouvernement français, pour un chiffre d'affaires évalué à peu près à 4,5 milliards, et évidemment en se présentant comme une entreprise tout à fait patriote, si je puis dire, avec création d'emplois, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Alors la question c'est, bon, 250 millions d'euros c'est bien, le problème c'est que comme on ne sait pas l'assiette sur laquelle ça repose, c'est-à-dire qu'en gros finalement on n'a pas un détail très précis des activités en France et le chiffre d'affaires, mais aussi le bénéfice, puisqu'ils font un peu... on est dans le domaine du numérique, donc ça passe par les réseaux, on sait pas très bien. Donc je dirais que c'est déjà... ça, c'est suite à une initiative du gouvernement français, c'est déjà pas mal, mais peut-être qu'on peut faire encore un petit peu mieux. Surtout qu'en plus, rappelons, cette somme comprend à la fois les charges sociales liées au titre des employés salariés. Absolument. Donc c'est pas du tout de l'impôt direct ou indirect. Donc, c'est vraiment une masse globale, donc c'est pas évident d'y retrouver ces petits, si je puis dire. Bon, par rapport à 2017, ils n'ont pas cité le chiffre, c'est sans doute mieux, mais on attendra 2019 pour voir. Bah, écoutez, on va conclure sur cette dernière phrase, Guy, et puis je propose de retrouver, je propose à nos lecteurs de nous retrouver l'année prochaine pour évidemment une nouvelle saison d'Informatic News Hebdo, je vais y arriver. Et en attendant, au nom de la rédaction, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt, merci.